Il y avait plusieurs matchs ce soir et on a choisi le moins intéressant. Probablement en effet. Bonjour à tous, bienvenue sur le fil rouge, on débriefe ce match. Ouais. Effectivement, donc Arsenal-Liverpool, c'est le match qu'on a débriefé, mais il y avait d'autres belles affiches aussi dans cette journée du 8 janvier. Arsenal-Liverpool, 21e journée de Première League, qui se termine par un match nul 0-0, donc avec très peu d'occasions franches créées. Ça, c'est vrai que c'est un Quasiment gros point qu'on a noté, donc ouais, ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Quasiment aucune, t'as raison. Hein. Bon, il y a quand même 2-3 choses intéressantes à voir, vu le changement, on va dire, entre la première et la seconde période qui a été assez impressionnant à voir, je trouve. Mais ouais, quand on voit que le match, il faut que je regarde les stats, mais les stats, qu'est-ce qu'elles disent les stats 0,57 à 0,36 XG, donc même pas un XG, même pas un XG combiné. Non, c'est terrible. Il y a eu très peu de tirs et surtout très peu de tirs cadrés, très peu de conclusions franches. Et c'est vrai que c'est dommage. Parce que autant pour Liverpool que pour Arsenal, une victoire ça aurait été intéressant. Parce que Liverpool aurait pu conforter entre guillemets sa place de 4ème place et se mettre un peu à l'abri en étant à 4 points d'avance sur le 5ème. Et Arsenal, vu que City avait fait un nul, ils auraient pu prendre encore plus d'avance et arriver à 8 points, mais non, surtout, il reste à 6, c'est pas mal, mais ils auraient pu profiter. C'est pas mal, mais il faut pas oublier quand même la propension d'Arsenal en fin de saison à perdre des points, à gâcher des points. Et quand tu... En vrai, est-ce qu'en fin de saison, on se dira que ces genres de points perdus sont des points qui ont été vraiment importants pour le titre? À voir. Bon, après, j'ai quand même l'impression que cette équipe d'Arsenal est plus mature que les années passées. Et aussi un peu plus soporifique, vu ce soir. Mais en tout cas, c'est pour ça que 2 points en plus, ça aurait pas fait de mal. Surtout quand on connaît par exemple, Arsenal, quoi. Oui, bon. Ça c'est clair. Un fait de jeu qui a marqué, un fait de jeu, c'est qu'Arsenal a été très bon en début de match, les 20 premières minutes, 25 premières minutes. Ils ont vraiment été très bons, percutants. Saka, il a fait vraiment une très bonne première mi-temps, avant de s'éteindre à la deuxième. Mais pour moi, il a fait une très bonne première mi-temps, il était très en vue. Il y a vraiment eu une grosse pression d'Arsenal sur les premières demi-heures, on va dire, les premières 20 minutes. Et puis Liverpool qui défendait très 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 bas. Mais qui tenait. Donc c'était assez flagrant, je trouve. C'est ça. Liverpool défendait extrêmement bas et Arsenal En fait, j'ai eu espoir quand même dans les premières 20 minutes de voir un match qui peut se débrider quand même, parce qu'on voyait Arsenal qui était quand même capable de trouver certaines passes dans l'entrejeu de Liverpool, même si Liverpool était très très bas. On l'a vu justement cette passe, il me semble que c'est Zubimendi qui l'a fait, qui va trancher la ligne où t'as Carquez qui est un petit peu en retrait, qui coupe le hors-jeu, où il y a des choses qui pouvaient trouver. Il y a des incursions de Saka aussi, qui a fait du mal, Carquez, les premières demi-heures, où tu dis bon, Arsenal a le contrôle du ballon, 2 récupère le ballon extrêmement vite lorsque Liverpool l'a, et 3 parvient des fois à faire des incursions sans être extrêmement dangereux, mais des incursions où tu dis ça peut mener à quelque chose, et après il se passe rien à tel point qu'il se passe rien que c'est Liverpool qui a la première grosse action en réalité. Oui, c'est Liverpool qui a la première grosse occasion sur une mauvaise entente, mauvaise communication entre Saliba et Raya. Le gardien Raya et Saliba, effectivement. Et du coup, ça permet à Bradley d'armer une super frappe. Le B un peu. Le B, et qui termine sur la latte. Et là, sur la latte, grosse occasion de Liverpool, un peu contre le cours du jeu à ce moment-là. Complètement. Mais c'est ce qui a déclenché un changement de momentum sur la première mi-temps. Et jusqu'à la 40e, ils ont eu un bon quart d'heure où c'était Liverpool qui avait repris les rênes du match.
Malgré, je crois qu'à la mi-temps, il y avait 2 tirs cadrés quand même au final pour Arsenal et 0 pour Liverpool. 0 tir cadré sur tout le match pour Liverpool. Ouais, c'est vrai, j'ai pas fait attention, c'est vrai. Bon, forcément, on compte pas la latte de Bradley comme un tir cadré parce que ça peut pas rentrer. Mais j'avais pas forcément pensé qu'il y avait aucun tir cadré de Liverpool. Pourtant, à la fin, je me dis que Liverpool a été plus dangereux. Hein. C'est mon impression. Mais quoi qu'il en soit, ouais, c'est vraiment ça. Je te rejoins sur ton idée. Il y a eu la latte de Bradley et ça a fait tourner un peu le momentum. T'as eu tout d'un coup, ça a penché plus aussi côté Frimpong justement. Et ouais, il y a eu plus de pression, mais ça s'est surtout vu après en deuxième période. Mais quand on voit que la première période elle termine comme ça, on se dit ok, Arsenal a quand même contrôlé une bonne partie de la première mi-temps. Certes, Liverpool est revenu, mais on se dit en seconde période, t'es fan d'Arsenal, tu dis ouais, ce match faut aller le gagner quoi. Tu dis ce match faut aller le gagner parce qu'on peut aller le gagner. On a contrôlé le match, certes Liverpool a bien défendu, mais on a de quoi le faire. Et en seconde mi-temps, rien à voir. Oui, alors juste avant, je veux juste revenir sur un tir. Une occasion d'Arsenal. Je sais plus qui fait la passe, mais il la passe à Saka alors qu'il y avait Gyökeres qui partait aussi. Zubimendi, ouais, c'est intéressant. C'est vrai que alors, Zubimendi est très bon défensivement. Il a été très bon défensivement, mais il y a plusieurs fois on se dit il y a des passes qu'il aurait dû faire. Alors après c'est tellement facile quand on a du recul de voir, forcément. Mais je la fais apparaître avec un petit guess comme ça. Il y a la zone bleue et la zone rouge. On se dit bon, Gyökeres là il démarre, il faut la mettre. Et non, il passe sur il passe sur Saka. Sur Saka. Et alors c'est pas juste un isolé parce que plus tard en seconde période il y a une occasion où aussi ça peut être très dangereux pour Arsenal. C'est je sais plus la combienième, 60e, quelque chose comme ça, où t'as Trossard qui fait une incursion qui est vraiment dangereuse, qui la passe un peu et Zubimendi l'arrête devant Saka. J'ai un screen de très mauvaise qualité, mais ouais, tu te dis si t'arrives à Saka c'est vraiment dangereux. Effectivement, je rebondis là-dessus. On a Zubimendi au fait qui arrive en pleine course dans la surface et qui vient essayer de reprendre le ballon, mais qui est un peu derrière lui au moment où il est dans la surface, alors que il a pas vu qu'il y avait encore, je crois que c'est Saka qui était encore. C'est Saka. Qui était encore derrière lui, donc c'est dommage parce que en faisant son contrôle, alors que le ballon était un peu derrière lui, il perd la balle en fait. Elle part en touche et elle part en sortie de but. Et du coup, Saka n'a pas pu prendre cette occasion. Ouais, ça c'est dommage. C'est dommage parce que vraiment, il y a eu peu d'occasions. Alors, si en plus, quand t'as peu d'occasions comme ça, t'as des imprécisions qui font que, forcément, ça finit avec un match où le total des deux équipes ensemble font un XG inférieur à 1, quoi. Et fait que ce match était certes à regarder, intéressant tactiquement, mais tu te dis que quand t'es pas un connaisseur de football et que tu t'intéresses pas à la tactique, au jeu de force entre les équipes, tu te fais chier. On a clairement pas regardé le meilleur match au point de vue spectacle, ça c'est sûr. Ouais. Mais après, tactiquement, il y a quand même eu des grosses. Il y a eu des gros temps forts, des gros retournements. Des gros temps forts, des gros moments. Et surtout, une belle révolution, on va appeler ça comme ça, des Reds, en deuxième mi-temps, qui ont vraiment démarré très fort, qui faisaient un pressing très haut, et jusqu'à la fin du match, ils ont fait un pressing vraiment très très haut. Et ouais, c'était un Liverpool méconnaissable. En fait, un truc qui m'a fait marrer sur FotMob, c'est que quand on regarde première mi-temps, deuxième mi-temps, la possession et les tirs, c'est presque inversé. C'est presque inversé entre les deux mi-temps, donc c'est assez marrant à voir. Mais après, malheureusement, les tirs n'étaient pas cadrés ni conclus. Ni franchement dangereux. Ouais, et puis comme tu as dit, la pression de Liverpool a été énorme en seconde mi-temps comparée à la première. On fait apparaître une image où tu as Liverpool qui presse très haut. Ça en première mi-temps, c'était inimaginable. Tellement Liverpool était en défense de bloc bas, c'était vraiment impressionnant à voir. Et un Liverpool méconnaissable. Je pense que il y a eu du changement tactique et un discours, je pense aussi à la mi-temps de l'entraîneur
Arne Slot. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, ouais. Mais ouais, mais qu'est-ce qui a amené à un tel changement Est-ce que, alors, est-ce qu'Arsenal a commencé à être plus fébrile aussi? Je sais pas, il y a eu quand même. Arsenal n'a pas été très précis, hein, ça c'est certain. Ils ont redonné la balle trop vite à Liverpool. Ils ont rendu le pressing à Liverpool trop simple à faire, ça c'est certain. Mais tout de même, voir Arsenal acculé comme ça dans sa. Souvent des fois dans sa propre zone. C'est rare. Et une petite stat justement qu'on peut noter, hein, qui était sur aussi FootMob, qui est intéressante, c'est que c'est la première fois qu'Arsenal a passé autant de temps en seconde période sans tirer au but. Parce que la première tir au but en seconde période, c'est une tête de Gabriel Jesus, je crois, à la 90e, 90e. Oui, je crois que c'est ça, exactement. C'est en toute fin de match qu'il y a eu 2 nouveaux tirs cadrés pour Arsenal, donc ça fait 4 tirs cadrés à 0, mais aucun des 4 tirs n'était dangereux ou assez dangereux pour inquiéter la défense ou le gardien. Ouais. À noter, juste, ça n'a rien à voir, mais en tant que fan du Bayern, franchement, Gravenberch fort. T'es pas fort comme ça il y a 2 ans au Bayern, très très fort, très très gros match de Gyökeres et volume de jeu énorme, capacité à se défaire du marquage et à se libérer de l'espace de fou, franchement. Fort, très très fort. Un des joueurs qui m'a le plus plu sur le terrain. Wirtz en seconde période, pas mal aussi. Première période non, mais seconde période pas mal. Il y a eu quelque chose d'intéressant. Saka très bon en première période, deuxième période un peu disparu. C'est éteint. Gyökeres éteint. Gyökeres, au bout d'un moment, Stan des Outsiders, il est méchant avec lui, mais il y a de quoi. T'as des attentes qui sont là quand t'as un mec qui plante, je sais pas, 36, 38 goals au Portugal qui arrive, qui a un statut de vrai buteur. Tu dis il peut faire passer Arsenal plus haut, tu vois. Et qui pour le moment est en train de flopper, c'est dommage. Moi j'aime bien Gyökeres, j'aurais bien voulu le voir réussir. C'est vrai que ça passe pas, puis du coup c'est Gabriel Jesus et Martinelli qui sont rentrés. Ouais. Notamment à la place de Gyökeres et Trossard, je crois. Ouais. Et puis du coup effectivement ça fait, je trouve que ça a changé quand même, hein. Ils ont apporté du bon, les deux, pour Arsenal. Et puis au final, l'homme du match selon FootMob, c'est Alisson, le gardien de Liverpool. Ok, ouais, ça en dit long. Ça en dit long alors qu'il s'est pas passé grand chose. Dernière chose qui est peut-être intéressante à noter, c'est qu'est-ce qui se serait passé, honnêtement, si côté Liverpool, on avait eu un réel attaquant de pointe, un Isaac ou un Ekitike qui ont manqué. Est-ce que ça aurait pu tourner en faveur de Liverpool? Parce que Liverpool a vraiment joué avec une équipe qui est remaniée, sans un Salah, sans un attaquant de pointe réel, parce que tu avais Rakpo qui était en pointe, ou des fois Wirtz, ça permutait un peu entre les deux, ou des fois même Szoboszlai qui montait assez haut, mais pas vraiment d'attaquant de pointe, système un peu hybride. Avec un attaquant de pointe, s'il est Ekitike ou Isaac, même si Isaac faisait pas une très bonne saison avant sa blessure, ça aurait peut-être pu tourner et ils auraient peut-être pu surprendre Arsenal, je pense, sur ce match. Oui, tout à fait. Moi, j'ai noté un dernier truc qui m'a fait un peu sourire, c'est que Liverpool n'a fait aucun changement sur l'effectif, à part sur une blessure à la toute fin du match. De Bradley, Connor Bradley. De Bradley, Connor Bradley qui se blesse, puis du coup ils ont fait rentrer Joseph Gomez en défense. Mais ils ont fait aucun changement. Je pense que il n'y avait pas vraiment de quoi faire les changements, j'imagine. Parce que beaucoup d'absents, et puis effectivement, est-ce que tu veux changer quelque chose quand tu réussis à tenir contre et avoir un gros temps fort en deuxième mi-temps contre les premiers du classement, quoi. C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question. Solide. Ouais, c'est vrai. Mais petit truc, moi je suis un petit peu triste quand même du traitement qu'a Federico Chiesa à Liverpool. C'est un joueur que je trouve vachement intéressant. Bon, et il s'est pressé d'ailleurs. Peut-être que ça aurait été pertinent de le mettre à la fin, mais en réalité, quand tu dis que finalement ils viennent prendre le point du match nul à Arsenal, est-ce qu'on peut aller après tirer sur Slot là-dessus? Je pense pas, quoi, finalement. Mais bon. Je pense pas, ouais. C'est un bon point, je pense, pour Liverpool, et puis c'est pas la fin, en tout cas pas encore pour Arsenal. Je suis un peu méchant en disant ça, mais effectivement, comme tu l'as dit, fin de saison, curieux de voir ce qui va se passer pour la suite.
Ouais, on verra bien. Ouais, effectivement, on verra bien. Je sais pas si tu as encore quelque chose à dire par rapport à Non, ce non, match. non, on n'a pas choisi le bon, mais bon, on a quand même réussi à dire 2-3 choses intéressantes, je l'espère. Et puis on peut passer sur le reste parce qu'il y avait justement le Real Atlético qui a fini 1-2. Oui, alors, il y avait effectivement Real Atlético qui a fini 1-2 pour le Real. Donc c'était la Super Cup. Donc s'il va donner un classico en finale, ça c'est très intéressant. Il va effectivement dimanche. Dimanche classico contre Barça Real pour la finale de la Super Cup en Espagne. Ça va être très intéressant. À 20h. C'est dimanche à 20h. Et on a noté aussi alors j'ai regardé le match un petit peu, pas en analysant etc. Donc voilà, mais j'ai regardé le PSG Marseille. C'était aussi la Super Coupe, mais là c'était la finale, remportée par le Paris au penalty. Avec ce qui m'a fait marrer dans ce match, c'est les stats. 17 tirs des deux côtés, 6 cadrés des deux côtés. Wow. C'était assez équilibré. Il y avait 54% de possession pour le PSG. Et non, franchement, des très beaux buts. Dembélé et Ramos, ils ont mis des très beaux buts. Greenwood sur penalty et puis Pacho contre son camp. Mais Aubameyang était droit derrière, donc je pense que c'était un peu inévitable sur ce but-là. Mais ouais, ça a fini au penalty. Et puis Gonzalo Ramos qui marque à la toute dernière seconde. Ça faut pas l'oublier aussi. Donc Marseille était. Marseille ne peut pas gagner un titre. C'est très triste, mais là, ils me font. Moi, je suis pas anti-parisien. J'ai rien contre le PSG, mais un petit Marseille qui gagne juste parce que ça fait longtemps pour eux. En fait, c'est de la compassion. C'est comme Arsenal, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas gagné un titre. Je préfère voir Arsenal gagner qu'un autre club. Pourquoi ? Juste par compassion. Oui. C'est comme ça. Ça n'a pas souri à Marseille, donc PSG gagne la Super Coupe. Donc bravo à eux. Et puis j'ai noté un dernier match. Alors c'était pas le match en lui-même. J'ai juste noté le résultat de l'AC Milan contre Genoa. 1-1, donc ce qui permet à l'Inter de s'échapper un petit peu avec 3 points d'avance. Mais l'Inter va affronter Naples dimanche aussi, donc c'est intéressant à suivre parce que si Naples réussit à battre l'Inter, sachant que c'est à San Siro aussi, si Naples réussit à battre l'Inter, ça reste quand même très serré au niveau du classement. Donc parce que Naples est 3ème à 38 points et l'Inter en a 42, donc en tant que premier. Milan reste à 39. Et les stats aussi, Milan-Genoa, il y a eu 32 tirs à 7. Et puis 1-1 marqué à la toute fin aussi, 90+2. On n'est pas dans les mêmes stats que nous on avait. C'est pas qu'il y a eu qu'il manquait de XG, c'est qu'il manquait de réussite. Là, chez nous, il manquait de créativité, c'est ça. On n'a pas choisi le bon match. C'est la conclusion qu'on peut avoir ce soir. Les petits survols de cette belle journée du 8 janvier, c'était comme ça. Je pense que toi t'as autre chose à rajouter. Non, rien à rajouter, là je pense que c'est tout bon pour ce soir. On verra le prochain match qu'on fait, on va bientôt se retrouver pour le Bayern, ça va bientôt reprendre, heureusement parce que ça me manque perso. Et puis voilà, je pense qu'on peut se dire à la prochaine sur le fil rouge. Ouais.